Chers téléspectateurs de WF1 TV, bonjour. Merci de nous retrouver dans la deuxième partie de votre émission Conversation avec Dr Fabienne Canon. Fabienne, dans la première partie, on s'était arrêté en évoquant l'existence d'un système et on disait qu'on avait l'impression qu'il se reproduisait tout le temps. Et toi-même, dès les premières notes de ton texte, tu nous fais découvrir l'arrivée de Nathan aux États-Unis lorsqu'il rencontre Davis Richard et qui lui explique ceci. C'est un pays qui ne connaît pas le pardon, un rire qui prouvait que tout était possible et indolore aux États-Unis. Que tout ce qui comptait au fond, tout ce qui propulserait toujours un homme au rang d'Américain était la leçon qu'il tirait de la vie, c'était l'expérience. On disait « life experience », comme on parlerait d'une bonne assurance vie, ou d'un contrat de mariage profitant, blindé par un cartel d'hommes de loi. Malgré les revers, les cancers et les faillites, on continuait de croire en l'autorédemption sociale. On se promettait de devenir une meilleure personne. Il y a également Zach qui dit « Ils nous ont bernés et nous bernent encore. Ils nous butent comme des rats. Ils nous cassent comme des briques. Et ils voudraient que je dise Amen. Ils voudraient que moi, Zachary Ramsès II, moi, le nègre fauché que tu vois devant toi, je leur pardonne et file un second Nobel à Obama. Et pourquoi pas mon cul? Tiens, pendant qu'on y est, désolé, moi, je ne marche pas. J'en ai rien à battre de la paix. » C'est-à-dire qu'il y a tellement d'exemples intéressants qu'on pourrait tirer du texte pour exprimer tout ce qu'on est en train de dire. C'est ça, c'est vrai. Et tu sais, quand tu dis, c'est ça qui est vraiment terrible, tu vois, il pourrait effectivement, la scène pourrait tout à fait se passer en 1800, on va prendre 1861, tu vois. On va prendre à ce moment-là, surtout en Louisiane, tu vois. On va imaginer les confédérés, on va imaginer quelques années après le Ku Klux Klan. C'est cette Amérique-là qui est là. C'est-à-dire que ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on croit en l'auto-rédemption à l'échelle individuelle, mais on n'est pas capable de concevoir le pardon et la réparation au niveau national. Dans tous les discours, quand tu écoutes, quel que soit celui-là qui raconte sa vie quand il était footballeur, etc., celui-là, celle-là, quand elle a quitté son mari, à chaque fois que quelqu'un aux États-Unis parle de sa vie, il y a toujours l'histoire de devenir une meilleure personne. Tu sais, cette espèce de fantasme qui est de devenir meilleur, d'avoir un cœur plus pur, d'avoir des actions meilleures, etc. C'est quelque chose, c'est un fantasme au niveau individuel, de s'améliorer. Tu sais, l'idée vraiment que tu vas devenir demain, you can do it, tu vois, tu peux être complètement différent, tes péchés sont lavés, il n'y a pas de problème, il suffit d'aller éventuellement à l'église, ou il suffit de gagner de l'argent, ou tu vois, il y a toujours des systèmes qui te permettent d'imaginer qu'éventuellement tu peux devenir une meilleure personne. Mais un meilleur pays, peux-tu me dire comment on fait finalement un bon pays avec juste des personnes qui veulent être des meilleures personnes pour eux-mêmes, mais qui sont incapables de penser collectivement cette affaire de pardon et de réparation? Tu parles de pardon et de réparation, Fabienne, mais pour qu'il y ait pardon et réparation, il faut au préalable que toutes les cruautés affligées aux Noirs dans ce pays, aux autres minorités aussi, il faut que tout cela cesse. Tu te rends compte de la cale du bateau négrier au lynchage, en passant par les afflictions dans les plantations. Que dire des supplices des lois Jim Crow, restées en vigueur jusqu'en 1965? Je dis bien 1965. Ce pays cesse. Tout à l'heure, on parlait de Zach, ce personnage qui est tout le temps en colère. Et on se disait que c'est quelqu'un qu'on aurait pu voir en 1861, ou même peut-être dans les années 50 ou 60, avec ces personnages comme Dr. King ou même Rosa Parks ou Malcolm X, tous ces gens qui se sont battus pour les droits civiques dans ce pays. Et dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec la mort atroce de George Floyd, on a l'impression de revoir les mêmes images. C'est vraiment à se demander si cette Amérique-là est capable de changer en réalité.
Parce qu'en fait, il faut savoir pourquoi tu changes. C'est-à-dire que tant que les personnes ne sont pas prêtes à abandonner leurs privilèges, tant que les personnes ne sont pas prêtes à fouiller dans leurs problèmes et dire « voilà ce que j'ai fait, voilà ce que mon arrière-grand-père a fait, voilà ce que mon père a fait et je vais réparer tout ça ». Tant que chaque personne n'est pas capable de ça et tant que le pays donc n'est pas capable de ça, la répétition se fera systématiquement. Parce que de toutes les façons, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un monde qui peut être coupé au moins en deux, si ce n'est pas en plus, mais on va rester sur la question blanche et noire. Voilà un monde coupé en deux, il y a ceux qui gardent leurs privilèges. Ils sont prêts à tout. Est-ce que tu vois que jusqu'à aujourd'hui, regarde ce qui se passe en Angleterre. Regarde ce qui se passe quand on commence à comprendre que l'argent qui a permis à dédommager les colons britanniques a continué à être payé jusqu'en 2015. C'est-à-dire que le curseur, tu le mets très très loin dans le temps, mais tu te rends compte que jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne me dise pas que ce sont des affaires du passé, c'est exactement le présent. C'est-à-dire que nous sommes en train de continuer à payer un système qui a été implanté il y a des siècles et tout simplement parce que ça arrangeait les mêmes personnes de génération en génération, ils ont maintenu ce système. Et ils osent se demander mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Mais c'est qu'au niveau économique, parce que de toute façon, ça sera à nous de nous soigner, tu sais. Ce sera à nous de nous soigner, ce sera à toi là, venant du Sénégal et moi là, venant de Martinique. C'est à nous de faire ce travail-là. C'est à nous parce que j'ai confiance en toi, parce que oui, tu peux en tant que sœur me soigner. Je ne compte sur personne d'autre, tu ne comptes pas sur Jeanne. Dans le texte, pour revenir au texte, elle ne me soignera pas. Moi, je veux que nous nous soignions ensemble. Mais par contre, c'est tout ce monde-là qui a profité en fait de la sueur, de la force, de la foi des ancêtres qui doit réparer. Et cette réparation-là, évidemment qu'elle doit être économique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il n'y a plus de cales de bâtonnets grillés. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a des ghettos. Aujourd'hui, il y a des écoles où personne ne voudrait envoyer ses enfants. Aujourd'hui, il y a une situation économique qui est telle. Aujourd'hui, il y a la mass incarceration avec tous ces jeunes noirs qui partent direct en prison. C'est ça. Donc, on est encore dans l'esclavage. On est encore dans cet esclavage-là. Mais il va falloir casser cet esclavage-là. Mais on ne pourra pas le casser avec des discours. Fatima, on a eu tellement de paroles. Tu vois, là, on parle. Mais hier, on a parlé. La semaine dernière, on a parlé. Un siècle plus tôt, on a parlé. 3 siècles plus tôt, on a parlé. Il y a eu des paroles de gens extraordinaires. Tu parlais de Dr. King. Tu écoutes ces discours-là. Il a tout dit. Il a tout dit. Mais si la parole pesait autant que l'argent, on n'en serait pas là aujourd'hui. Simplement, ceux qui ont des privilèges, ce ne sont pas des privilèges juste « j'ai la peau blanche ». Non, le privilège, c'est l'argent. C'est qu'est-ce que cette couleur a permis à un moment donné, en fait, m'a permis de passer de l'autre côté. Comment j'ai pu, en fait, grâce à cette couleur-là, passer de l'autre côté et me croire finalement invincible ou invulnérable. Et là, c'est cela qu'il faut réparer. Mais cette question de réparation que tu poses, Fabienne, et qu'on se pose tous d'ailleurs, elle fait face à un système extrêmement rigide. Ce système financier dont tu parles aussi. Je vais lire peut-être un extrait pour aider nos téléspectateurs à mieux comprendre ta pensée. Lorsque tu dis, il n'y avait pas d'être tout court en Amérique, mais un être financier qui naissait dès qu'on commençait à travailler et qu'on obtenait un numéro de sécurité sociale américain. Ce nombre, qui s'appelait le credit score, était vivant. Il évoluait en fonction de ce qu'on faisait ou foutait avec son argent. Plus on était capable de rembourser rapidement et entièrement ses dettes, plus ce score grimpait, plus les banques nous aimaient. Et plus notre être financier se bonifiait. Par contre, c'était l'inverse qui se passait quand on accumulait trop d'arriérés. Interdit de crédit et de cartes de crédit, on tombait en disgrâce. On n'existait plus.
Et tu penses que ces gens-là vont accepter de perdre leur être financier? Je ne suis pas sûre. Je ne suis vraiment pas sûre, Fabi. Et on voit même les dégâts que ça fait. L'existence de cet être financier crée une division au sein même de la communauté noire elle-même. Et ça, c'est quand même perceptible à travers un personnage tel que Lisa, la logeuse de Jacques. Tu reviendras sur cette femme extraordinaire. Ça, mais tu as raison. C'est-à-dire que le fait est que on ne peut pas voir cette communauté noire au singulier. Il y a à l'intérieur de cette communauté-là des très pauvres et des très riches, et entre les deux, toutes sortes de personnes. Chacun, vu le monde économicus dans lequel nous sommes, chacun regarde à midi à sa porte, c'est-à-dire combien il gagne, combien ça peut rapporter. Donc, il est évident que aujourd'hui, en fait, c'est pas que c'est trop tard, mais on est tellement lancé, le monde est tellement lancé dans cette course au profit qu'en fait, comment les grandes familles ou les grands groupes qui font marcher ce monde-là vont finalement renoncer à leurs privilèges. Ça, et comment, à l'intérieur de cette communauté noire, des personnes qui tirent aussi leur épingle du jeu, comme effectivement la créole dans le texte, elles volent, elles volent tout le monde, elles louent des pioles, mais très cher. Enfin, elle fait son argent. Elle est vraiment dans le making money process. Elle est vraiment là-dedans. Comment on va lui dire, par exemple, viens avec moi, couper la tête de la statue, ou donne de l'argent, ou paye, au lieu de les payer $10 quand tu les payes, paye-les davantage. Elle voit ses intérêts. Et c'est vrai que malheureusement, Fatima, nous sommes là. Mais cela dit, je te dirais que nous avons toujours été là. C'est-à-dire que même l'histoire de l'esclavage, si cela aussi a existé, c'est qu'il y a eu aussi quelques complicités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu tant de personnes qui ont résisté, mais il y a aussi eu quelques personnes qui se sont dit « Oh, on me propose un peu d'argent, j'accepte ». Et même sur les plantations, il y a eu aussi des intérêts. Il y a eu des esclavisés qui ont essayé de tirer leur épingle du jeu parce que pour avoir la place là et puis pas retourner au champ, ou pour sauver parfois leur enfant. Tu dois, en fait, c'est ça qui est terrible. On est dans des mondes, on a toujours été dans des mondes. Moi, je ne crois pas en la pureté d'un monde par rapport à l'autre. On a toujours été dans des mondes où le facteur argent, le facteur intérêt a toujours existé, vraiment. Et c'est sur cette base-là que le capitalisme est né. Et que ce capitalisme-là, il touche tous les endroits. Je veux dire, on n'est pas épargné, en fait. Mais malgré cela, je veux penser qu'il peut y avoir quand même quelques changements. Quand on pense à ce qui se passe actuellement avec la mort de George Floyd, qui est vraiment terrible, mais qu'on ne l'oublie pas, qui n'est pas plus terrible que tous ces malheurs qu'on vient d'évoquer. Mais en même temps, c'est extraordinaire. On ne comprend pas trop pourquoi aujourd'hui, ce n'est qu'aujourd'hui que les gens s'indignent autant. Alors que l'histoire est quand même remplie d'exemples abominables. Mais l'histoire, on l'apprend où, l'histoire? L'histoire, tu peux être sensible à l'histoire si c'est ton histoire. Si tu es né effectivement avec des grands-parents qui ont connu les camps de concentration, tu vas presque te faire un devoir de connaître et de comprendre et de surmonter cette histoire douloureuse. Si tu as des ancêtres qui ont été mis dans la cale du bateau ou qui ont été colonisés, tu vas comprendre, même si tu ne lis pas peut-être, même si tu, etc. La personne qui vient de là va devoir faire cet effort-là pour comprendre ce qui lui arrive dans la rue, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Mais si, en fait, tu ne comprends pas, tu n'as pas dans ta famille, d'où que tu remontes, en fait, tu te rends compte que non, tout le monde a eu une maison. Tout le monde s'en est bien sorti, tu vois. Tout le monde a eu, oh tiens, celui-là, il a eu peut-être des esclaves. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que cette partie-là ne peut pas se questionner. Et par ailleurs, l'histoire, on la trouve où? On la trouve effectivement sur la peau, on la trouve dans les arbres généalogiques, mais on la trouve aussi à l'école. L'accès à l'éducation. Comment tu vas éduquer de jeunes gens qui aujourd'hui remplissent les prisons? Comment tu vas éduquer de jeunes gens qui vivent avec moins de $1 par jour?
Comment tu vas éduquer de jeunes gens qui sont peut-être tombés dans des trafics pour gagner un peu d'argent? Ça veut dire que tout ce qu'on a créé depuis, comme on dit, tout ce qu'on a créé là, on ne peut pas, c'est normal qu'aujourd'hui, effectivement, on se demande, nous, en regardant ces images-là, on se dit, mais c'est arrivé. Et c'est pas seulement arrivé hier et avant-hier, c'est qu'effectivement, et pire encore, c'est arrivé il y a tout le temps, c'est arrivé. En fait, on peut même plus citer, tu vois. Tout le temps, c'est arrivé et avec la bénédiction d'un système. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui change aujourd'hui, c'est que ceux qui n'ont pas vu encore, ceux qui ne connaissaient pas, ceux qui ne s'en inquiétaient pas, ceux qui n'étaient pas concernés, ceux qui dormaient, ceux qui rêvaient, commencent en voyant ces 8 minutes et 46 secondes d'images, se disent « Oh my God, il y a un problème ». Ces personnes-là, qu'on peut appeler ces réveillés, aujourd'hui, ils viennent avec toute, évidemment, et c'est sincère, hein, avec tout leur choc, parce qu'ils sont pétrifiés. Ces personnes-là, aujourd'hui, elles viennent renforcer les rangs des militants, parce qu'en fait, dans les rues, tu retrouves aussi des militants, les vieux combattants. Tu les retrouves, ceux-là ne sont pas partis, ils n'ont jamais quitté la rue. Ils ont toujours continué à protester. Mais aujourd'hui, il y a une jeunesse, il y a toutes sortes de personnes qui viennent, et c'est ça la différence. La différence, c'est qu'il y a une espèce partout dans le monde, hein, tu le vois partout dans le monde, il y a finalement tous devant cette image se disent « Mon Dieu, trop c'est trop » et vont réagir. Pour moi et pour toi, on voit ça parce qu'on connaît les quelques jalons, les multiples jalons, que dis-je, de nos histoires. Donc on sait très bien que l'esclave qui a été torturé, à qui on a mis du piment sur ses plaies, qu'on a livré aux chiens, qu'on a exposé n'importe où, l'esclave qu'on a violé, qui a été violé par tous les maîtres et les fils des maîtres et les petits-fils des maîtres, cette personne-là n'existe pas dans le récit national. Cette personne-là a disparu des archives. Cette personne-là, quand on notait sa mort, on notait éventuellement une croix. Parce que cette personne-là a toujours été un bien meuble et un fantôme dans les archives. Et cette personne-là va rester invisible. Et c'est toutes ces personnes-là qui n'ont pas eu de sépulture, toutes ces personnes-là qui ont eu personne pour les honorer, personne qui pleure leur mort. Ce sont pour toutes ces personnes-là qu'il faut aussi descendre, nous qui connaissons l'histoire, dans la rue pour dire, d'accord, il y a cette image-là en plus, mais il y a toutes ces images-là dont on n'a pas trace, ma chère. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on dit oui, maintenant, avec le portable, ce qui est super, c'est que je peux filmer. Mais quid des autres morts, qui ont été bien plus terribles parce qu'elles se sont faites, en fait, peut-être avec l'œil de Dieu, mais sans les portables, sans les caméras, sans l'attention internationale. Et c'est ça qui est douloureux, tu vois, c'est de se dire que il y a un homme et il y a au moins 3 siècles. Et qu'un homme noir qui tombe aujourd'hui compte plus que tous ces siècles où on nous a torturés, on nous a violés, on nous a volés, on nous a vendus, on nous a échangés. C'est terrible de voir ça. Mais alors, si cet homme peut compter pour tous, eh bien oui, j'accepte. Tant mieux alors. J'accepte parce que je me dis, mais attention, il faut bien faire les comptes. C'est-à-dire que si cet homme-là compte, je voudrais savoir combien il coûte. Combien ça va coûter aux autres qui doivent abandonner leurs privilèges? Comment, en fait, ils vont dire, pour la vie de cet homme-là, pour la mémoire de cet homme-là, il va falloir supprimer tout ce qui existe encore. Et c'est ça que j'attends. Mais en fin de compte, que peut-on espérer de ce douloureux événement? C'est-à-dire que je me dis qu'à partir d'un événement comme celui-là, qui crée d'autres événements, alors des événements dont on peut discuter, Fatima, l'événement par exemple des statues, et c'est présent aussi dans le livre, c'est-à-dire que Zach, en définitive, que fait-il? Il va aller aussi au pied d'une statue, alors on voit bien qu'il y a des tentatives qui sont un peu vaines, d'enrayer un monde qui est pourtant parfaitement organisé. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'à défaut de tuer
de tuer. Quand je dis tuer, c'est symbolique, c'est-à-dire d'aller demander aux personnes qui ont l'argent, qui ont pris l'argent parce que justement ils ont profité de ce système-là, de rembourser, de réparer. Eh bien, c'est un peu plus facile d'aller tuer des statues. Parce qu'on ne peut pas s'en prendre au système. Tu parles d'un système tellement rigide. Donc, en ce moment, en fait, la chose, mais qui a son importance, l'acte de violence qui se fait là, en ce moment, si on déboulonne les statues, en fait. Donc, tu sens qu'il y a une envie de renverser ce monde-là. Mais comme tu dis, je veux dire, devant un système aussi rigide, comment on va faire? Je te repose une autre question. En plus de celle que tu viens de me poser. Quand Dak dit qu'on ne répare rien en réalité dans ce pays, on ne fait que rafistoler, ça fait quand même peur. Et ça veut dire qu'on devrait dire à toutes ces personnes qui sont en train de protester et qui ont espoir, et comme avaient eu espoir toutes ces familles qui défilaient à côté de Dr. King, de Malcolm X, on devrait leur dire que l'espoir n'est pas permis en réalité? C'est difficile. C'est-à-dire que rafistoler, regarde, rafistoler quand même, on le voit bien. Tu as une voiture qui est cassée. Si tu es un bon mécanicien et que tu la rafistoles, elle peut te durer quelques années. C'est mieux que de la jeter. Donc, il y a quand même de l'espoir dans le verbe même rafistoler. Mais par contre, si on parle maintenant de soigner en profondeur, tu vois, il y a un terme en Haïti qu'on connaît très bien toutes les deux, c'est le déchoucage. Le déchoucage, qui vient de dessouchage, donc français, c'est l'idée en fait dessouchage, c'est l'idée en fait effectivement d'enlever, mais pas simplement d'enlever ce qui est posé, mais de creuser profond pour extirper les racines, presque les racines du mal. On l'a vu avec les Duvalier, comment le peuple s'est emparé des maisons, des biens, et allait gratter en fait, pour qu'il ne reste plus rien en fait. C'est l'idée en fait d'éradiquer, tu vois, l'idée d'éradication. Mais quand tu parles de rafistoler, quelqu'un comme ça te dira tout simplement, c'est extrêmement long. Parce que des militants, Fabi, on en a eu. Des militants, on en a formé. Mais après plusieurs siècles, qu'est-ce que ça a donné en réalité? Les progrès sont minimes, qu'on reste réaliste. Et devrait-on continuer à rafistoler encore pendant combien de temps? Des décennies? Les moins optimistes diront peut-être un siècle ou même des siècles à rafistoler encore. Et qu'on soit réaliste aussi, en plus de ce que je viens de dire, combien parmi les militants et les manifestants simples qui sont en train de protester, combien sont prêts à cette éradication totale? Combien? Quasiment personne. C'est-à-dire que pour éradiquer, il faut ne pas avoir peur de mourir. Ça, vraiment, j'y crois. Et quand on parlait de Dr. King, il le savait bien. Il le savait bien au moment où il a été tué. Et on sait bien qu'il le savait. Et peut-être même qu'il pensait que ça allait arriver plus tôt, tu vois. Et Malcolm X, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand tu t'engages sur cette route-là, et si vraiment ton cœur, c'est le cœur d'un soldat, tu sais qu'à n'importe quel moment, tu vas pouvoir mourir. Ça, tu en es sûr. Il y a deux choses que tu sais, c'est que tu ne vas pas t'enrichir sur la route et que tu vas mourir plus vite. Tu ne mourras pas de mort naturelle. Et il est évident qu'aujourd'hui, en fait, et ça, c'est très juste ce que tu dis, et c'est ce qui est aussi désespérant, c'est que qui va risquer sa peau au point, effectivement, de mourir là demain? Et on l'a vu, hein. Écoute, on a vu les photos. Pour revenir à voilà, ce qui s'est passé, l'agonie filmée de George Floyd, qui est venu devant le policier pour dire « sortez de là », pour dire « vous ne vous comportez pas comme un policier, donc je ne peux pas vous traiter comme un policier, donc vous devenez touchable, je peux vous toucher ». Qui a fait ça? On a entendu des voix derrière, on a entendu « s'il vous plaît, mais vous ne voyez pas », etc. Hein, tu vois, des protestations. Mais qui s'est à ce moment-là agenouillé? Au moins agenouillé à côté du policier pour dire « voilà ce que vous êtes en train de faire, je proteste. Maintenant, je proteste parce que la vie de cet homme, c'est simple, il lui reste 8 minutes et 46 secondes. Personne. » Ce qui me ramène à la mort, au rapport de l'homme à la mort,
il y a une telle banalisation de la mort dans ce pays parce que tout simplement, tous les jours, on voit des gens mourir. Et même chez les jeunes. Donc, en fin de compte, c'est presque normal, c'est presque devenu normal. Et pourtant, pour des causes que nous considérons comme juste des causes presque vitales, les gens ne sont pas prêts à mourir. Et vraiment, j'aimerais qu'on accorde quand même quelques minutes au sujet. On parlait tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, c'est le traumatisme. C'est-à-dire qu'il est évident que j'écoutais ce matin une chercheuse parler en fait de la génération Trevor Martin. Comment en fait la génération des 20 ans était marquée par ça. C'est-à-dire que les images en fait que ces jeunes-là ont l'habitude de voir, qu'elles soient noires ou blanches, hein, ces personnes-là, c'est effectivement un homme noir qui meurt. Tu vois, ça fait partie des images classiques, c'est des standards en fait un petit peu, tu vois. Et donc ça veut dire que cette mort-là, non seulement elle est autour de toi, tu peux la voir, comme on l'a vu là récemment, tu peux la voir, mais aussi elle est en toi. Et c'est pour ça que je reviens à la question du traumatisme. Parce qu'effectivement, même si tu ne peux pas les nommer, un jeune que tu vas prendre là aujourd'hui, s'il y avait une jeune femme qui était avec nous aujourd'hui, tu peux lui demander de nommer des morts. Il est rare qu'elle puisse remonter à sa propre naissance. Donc il y a des morts, sauf les morts des hommes vraiment, les hommes noirs célèbres, mais elle ne va pas pouvoir parler de tel esclavisé qui a été tué, celui-là, de mulâtresse solitude, elle va pas pouvoir remonter en fait à tout ça, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que toute jeune qu'elle est, elle aura intégré cette mort en elle. Et le fait est que quand tu as ce souvenir diffus en fait de cadavres, tu sais en gros que tu peux mourir à n'importe quel moment. Ça paralyse. Tu vois, ce traumatisme et aussi le fait d'être environné comme ça de gens qui meurent, ça paralyse. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ça veut dire que tu lui mets une image à cette mort aujourd'hui. Ce qui n'était peut-être pas toujours le cas avant. Bien que, tu l'as très bien dit, le lynchage public. Mais rappelle-toi que toute cette génération-là, on parle de ceux qui ont ouvert leur bouche, de ceux qui ont milité, mais il y avait aussi des gens qui avaient peur et qui n'ont rien dit et qui n'ont pas parlé et qui sont restés même pendant des générations sans raconter les douleurs qu'ils avaient vues et les crimes auxquels ils avaient assisté. Ces personnes-là n'ont pas parlé. Donc, il ne faut pas minimiser cette part de traumatisme qu'on a en nous en tant que personne. On a été fait vulnérables parce que nous sommes des cibles potentielles. Nous sommes des êtres pour la mort, là encore plus, hein, parce que ce n'est pas qu'une question existentielle. Hein. Tu vois, parce qu'on a tous, en tant qu'être humain, on a un rapport à la mort, évidemment. Mais là, c'est pas qu'on n'a pas été traités comme des êtres humains. On a été traités comme des cibles, ce qui n'est pas la même chose. Donc, si tu vis avec la mort autour de toi, en toi, eh bien, effectivement, cela peut expliquer une certaine inertie. Que lorsque tu vois, en fait, quelqu'un mourir pour de vrai, c'est un peu comme les images que tu as vues, c'est un peu comme les images que tu as. Donc, tu ne sais pas comment arrêter ça. Et moi, je crois que c'est ça, c'est qu'en fait, la peur de la mort, là, elle n'est pas existentielle. C'est juste que tu vis depuis que toi, quand on élève nos enfants aux États-Unis et même en France, à un certain niveau, tu dois leur faire comprendre que, attention, tu es noir. Alors, tu leur dis que c'est une chance. Tu vois, tu leur expliques et tout ça et toute cette richesse que nous avons. Mais tu leur dis aussi, dans certains endroits, ça va être fatal. Peut-être que tu n'auras pas le travail que tu veux, peut-être que tu n'auras pas la maison que tu veux acheter, peut-être que si tu te promènes le soir et qu'on te voit, on peut te tuer, on peut appeler 911 et puis c'est fini pour toi hein, dès qu'on a appelé. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que cette peur de la mort, elle est pratique aussi. Elle est pratique aussi chez les personnes noires. Tu sais que tu es à n'importe quel moment, on va te tuer en fait. Et ça, moi je crois, Fatih, que c'est difficile parce que de vivre avec ça te fait avoir des peurs. J'ai contracté cette peur en arrivant aux États-Unis. Et ça ne veut pas dire que, là, c'est pour ça que je suis très claire avec ça, ça ne veut pas dire qu'en France, elle n'existe pas, parce qu'elle existe. J'ai un neveu qui est noir comme nous, et quand il rentre dans les magasins, je peux imaginer comment on le regarde.
Et quand ils cherchent un travail, je peux imaginer ce qu'on se dit. Et quand effectivement ils se baladent dans la rue, je peux imaginer s'il y a des policiers qui passent, qui peuvent eux s'imaginer. Donc ça veut dire que c'est là aussi c'est là aussi en France, c'est pas au même niveau. Tu vois, c'est pas au même niveau parce que la violence américaine, elle est encore plus violente. Donc c'est juste une histoire de dose. Mais malgré tout, pour moi, il n'y a pas de petit racisme et de grand racisme. Il y a un racisme, point final. D'accord. Et il y a des discriminations, point final. On sait que la mort, c'est l'étape ultime. Mais parfois, on voit des gens qui vivent, mais qui sont en réalité morts. Parce que, bien sûr, il s'agit d'une mort symbolique, mais quand on voit quelqu'un passer 40 ans de sa vie en prison, 4 décennies, je dis bien 4 décennies en prison, lorsqu'il sort, il devient un mort vivant. Et je vais revenir sur Davis, Davis que Nathan rencontre à son arrivée à l'aéroport, comme on avait dit, et qui explique à Nathan que c'est presque un miracle de voir un jeune homme africain-américain vivre jusqu'à 30 ans sans aller en prison. Et ça, c'est vraiment un miracle. Je vais peut-être lire un extrait pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'était son bon Dieu qu'il priait en express, afin que le malheur épargne le garçon de son garçon. David Rachat connaissait les statistiques. Quand un noir américain atteignait ses 30 ans, sans avoir vasouillé un geôle, on s'écriait la veine, on trinquait au miracle. L'argent et la santé venaient après. Il y a l'exemple du militant des Black Panthers. Et à travers ce personnage, on voit comment la prison transforme la personne. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à ce personnage? Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, alors tu sais, c'est un personnage effectivement qui m'a été inspiré par une vraie personne. Il se trouve quand j'étais à la Nouvelle-Orléans, il y avait effectivement une libération de Black Panthers et des personnes qui avaient passé donc 42 ou 43 ans dans des petits espaces qu'on appelait les cages, hein, quasiment. Et en fait, cette personne-là, je l'ai croisée, en fait, vraiment. On s'est donné rendez-vous dans un coffee shop. Et ma chère, c'était incroyable. C'est-à-dire que je voyais, c'est très juste ce que tu dis sur le mort-vivant, mais je voyais un mort survivant, tu vois. Je voyais un mort survivant. Je voyais tout ce par quoi il était passé, en fait. Il avait passé donc plus, effectivement, d'années dans sa cage que d'années à militer, vraiment. Donc, c'est une cessation pour lui d'activité, de pensée, une violence. Et lorsqu'il ressort, voir que ça a changé, mais pas complètement changé, tu vois. On n'est pas dans un monde soudain nouveau, tu ressors, tu vois que, je veux dire, il a même pas vu l'entrée et la sortie d'Obama. Donc, c'est pour ainsi dire, même les événements heureux qui nous ont parfois questionné, hein, je ne dis pas ça, mais même les événements heureux qu'on a pu avoir, qu'on a pu voir nous ces 20 dernières années en se disant « Ah, peut-être il y a un progrès, ah, peut-être… » Lui, il n'a pas vu ça en fait. Il a quitté un monde pour retomber sur un monde. Finalement, d'ailleurs, les statues étaient encore là, les statues des Confédérés quand il est sorti. Il y avait tout ce récit en fait, un récit national qui était parfaitement là. Et c'est vrai que c'est douloureux parce que tu te rends compte que retirer des personnes qui sont des militants de la circulation, mais c'est effectivement pire que de les tuer. Parce qu'au fond, te voilà en fait, toi qui as milité pour de bonnes causes, on te met en prison. Je veux dire, et c'est ce qu'on fait, lui c'était pour la bonne cause, mais tu imagines que tous les jeunes, les prisons pour jeunes, tu imagines si tu as 12 ans, tu peux aller en prison par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est comme, tu as raison, c'est une tuerie organisée. C'est comment tu vois des jeunes qui traînent, peut-être tu te dis, oh, je vais leur compliquer la vie. Retrouvez-nous pour la troisième et dernière partie de cette conversation avec Dr Fabienne Cano. À très bientôt. Merci.